Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Paris Art and Movie Awards 2023, c'est notre 13e édition. On commence notre série de rencontres avec les réalisateurs et les artistes en compétition. Et pour ce premier épisode de cette année, on est en français. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose en français. C'est presque étrange. Vous savez, le PAMA est un festival très international. Beaucoup d'artistes du monde entier veulent venir à Paris. Et les artistes à Paris ont finalement pas tant de festivals que ça à se mettre sous la dent qui font vraiment la promotion des jeunes artistes. Donc c'est pour ça que nous, on est là et c'est ce qu'on fait. Notre invité ce jour, c'est Olivier Nelly, quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a participé au Paris Art and Movie Awards plusieurs fois, quasiment à toutes les éditions depuis sa création. Et cette année, il est en compétition dans la catégorie French Connection, avec un film qui s'appelle Bram Bork. Sans plus attendre, bienvenue Olivier. Bonjour, Comment ça va? ça va, tranquillement. Donc toi, tu es à Paris. Oui, Ok, et le film s'appelle Bram Bork. On va te poser des questions après sur ça parce que rien que le titre, il y a plein de questions qui peuvent venir. Mais avant tout ça, Olivier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours de réalisateur, tout ce que tu as fait dans ton parcours et dans ta carrière, qu'on ait un peu une idée de ce qui t'amène ici. alors moi déjà j'ai fait des études d'audiovisuel à l'ESRA à Paris, qui est non Mhm. à Nice, pas à Paris, à Nice, qui est une école d'audiovisuel sur 3 ans, un cursus sur 3 ans où on apprend tous les métiers du cinéma. Et quand j'ai terminé l'école, j'ai fait un court métrage à l'école et qui s'était pas très bien passé. Ah, Et ouais, c'est ce genre de court métrage, ben c'est soit tu arrêtes la réalisation, soit tu persévères. Voilà, ok. donc j'ai persévéré. Et quand j'ai fini l'école, je me suis équipé de matériel vidéo. J'ai fait un premier court métrage en 2001 qui s'appelait Spirit, Ouais. un film déjà fantastique. Et puis après, ben, je suis arrivé sur Paris. Là, je me suis associé avec différentes associations. J'ai filmé, réalisé, monté plus d'une centaine de concerts. J'ai réalisé de nombreux courts-métrages. Là, ça c'est mon 5e. Ok. Euh, voilà, donc je fais beaucoup de vidéos, beaucoup. Donc un parcours super riche avec de la captation de concerts, avec des clips, avec des courts-métrages, avec de l'assistanat de réalisation aussi, avec un volet production, parce que quand on est artiste réel indépendant, souvent on fait beaucoup de choses soi-même. Et ça a été le cas pour Bram Bork, on en reparle après. Avant ça, j'aurais voulu savoir un petit peu, je sais que tu es un aficionado des films de genre. On voit ta collection de DVD derrière toi. Si on regardait le détail, je pense qu'on verrait beaucoup de films de genre, de science-fiction, de fantastique. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, jeune, avant de devenir réalisateur? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce genre-là? Euh, Ce qui m'a attiré vers ce genre-là, c'est que pour moi, c'est un genre qui se déconnecte vraiment de la réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus obligé de montrer la réalité sous son vrai jour. Moi, je le laisse ça aux infos, je laisse ça à tout ce qui est naturel, la télé-réalité et tout ça. Dans le fantastique, ce qu'il y a d'intéressant, c'est on peut très vite aller chercher d'autres choses. On peut très vite faire des images qui ne sont pas naturelles ou qui ne sont pas logiques et, et leur donner une légitimité dans une histoire qui peut s'ancrer dans une certaine réalité, en fait. Quels sont les réalisateurs ou les films ou l'art qui, quand tu étais encore une fois un peu plus jeune, qui ont frappé ton imagination et qui aujourd'hui encore font partie. J'aime pas trop dire les influences parce que chaque réalisateur a sa propre personne, mais on a tous des œuvres, des choses qu'on a vues, des films qu'on a vus, des fois inattendus, qui nous ont marqués profondément et qui nourrissent presque pour toujours, pour toute notre vie, l'amour qu'on a du cinéma et du cinéma de genre dans ton cas. Alors, moi, les références, entre guillemets, pour moi, il y a vraiment
tout un pan du cinéma italien des années 70, 60, 70, 80, avec en tête de file Dario Argento et Mario Bava, qui sont les inventeurs, entre guillemets, du giallo, même pas entre Diallo. guillemets, mais du giallo cinéma, puisqu'il Ouais. existait au niveau livre. Moi, c'est vraiment des réalisateurs qui m'ont marqué dans leur représentation de l'horreur, de la mort, du fantastique, du rêve. Ouais, Euh, ça joue sur les couleurs, ça joue sur les ambiances, ça joue sur les sons, c'est viscéral souvent. Et c'est vrai que ce genre d'image marque, en fait, te rentre dans l'émotion, quoi. Exactement. Et moi, ce qui m'a vraiment touché dans leur façon de faire, c'est que même si dans leur longue carrière, que ce soit Dario Argento ou Mario Bava, ils n'ont pas toujours fait des chefs-d'œuvre absolus. Même des fois, ils ont fait des films un peu en dessous de ce qu'ils font Mhm. d'habitude. Il y a toujours des scènes surréalistes qui te marquent et que du coup, même quand le film est fini, même si tu as aimé ou pas aimé, tu te rappelles de ce que tu as vu et ça continue de te hanter en fait longtemps après le visionnage, quoi. Ouais, tout à fait. On va regarder le teaser de Bram Bork, ce qui va donner aux autres réals un peu l'idée de ton univers et de ce que tu as fait avec ce film. Et on en parle juste après. Une très vieille légende dit que le Bram Bork hante cette forêt. On raconte même que si vous le croisez, il vous pousse au suicide en se nourrissant de vos peurs. Et pour tout vous dire, les gens d'ici ne s'y risquent pas la nuit. Alors, on est déjà dans l'ambiance, c'est posé. J'aime beaucoup, beaucoup ce teaser parce que finalement, le teaser, j'ai envie de dire, ne dévoile rien, Non. quasiment rien, mais on a presque tout compris en fait. On sait à quoi on peut s'attendre avec ce film. Bram Bork, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce mot? C'est quoi ce titre? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? On peut pas trop en dire plus parce que le film amène des réponses à qu'est-ce que c'est plus en détail par rapport à ça. Ce mot Brambork, en fait, c'est que j'ai créé toute une légende autour du Brambork, Ok. cette légende dont on parle dans le teaser et qui est développée un peu dans le court métrage. Euh, c'est une légende que j'ai inventée de mon côté et Donc c'est j'avais complètement imaginaire. c'est complètement C'est pas, imaginaire. ça vient pas de comme a fait Christophe Gans, des contes et légendes qui existent déjà en France. C'est complètement imaginé. C'est totalement imaginaire parce que moi, ça me permettait, ça m'a permis justement de rentrer dans l'esprit des gens, dans l'esprit des personnages et de Ok. pouvoir développer tout un monde fictif en fait autour de ça. Je sais pas si c'est clair ce Non, tout à que. fait. Tu as créé le Voilà. monde que tu avais envie de créer et Voilà. du coup les personnages que tu avais envie de créer pour ce film-là. Voilà, exactement. Et Bram Bork, bah, bon, comme on dit, c'est une légende d'un esprit qui hante la forêt. Et j'avais envie de lui donner un côté un peu, comment on appelle ça, un peu à la fois mystique, Bram, comme le Bram du cerf, qui est ce côté un peu très nature, puisque Ah, ok. c'est un court-métrage qui a un côté quand même écolo Oui, dans son. on est sur la prise de conscience écologique et les dangers d'aujourd'hui qui sont très réels. Exactement. Et du coup, moi, je trouvais que le brame du cerf est quand même le cri de la nature, est quand même quelque chose d'assez imposant et d'assez mystique. Et puis même la symbolique du cerf, Ouais. qui a un côté très mystique. Et de l'autre côté, je voulais lui donner un côté très norvégien et suédois, très viking, un peu Comme mastoc. Ragnarok, Bram Bork, un truc qui. Exactement. Donc du coup, c'est un peu cette compression du brame du cerf et de tous Ok. ces mots en or. Donc complètement fictif, un vrai univers inventé. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi?
C'est toujours difficile de dire ça parle de quoi quand on peut pas, quand tout est déjà dans le teaser, l'accroche du cours et Alors, je vais essayer de le pitcher sans le spoiler. C'est l'histoire d'un promoteur immobilier qui veut acheter un terrain et la dame ne veut pas lui vendre son terrain. Et finalement, elle finit par lui dire, voilà, en gros, la forêt est hantée. Si vous ouais, traversez la forêt cette nuit et que vous revenez, mmh. eh ben, je vous le vends. Donc, en fait, Voilà, elle le met à lui l'épreuve. voilà, elle lui cède. La forêt est là pour le mettre à l'épreuve parce qu'elle veut être sûre que la personne, qui va Le- hériter de son terrain, Sera, hem sera la bonne personne. sera bonne personne parce que bon après on peut dire un peu plus, c'est que le personnage d'Amarande, c'est une femme qui est très ancrée dans l'écologie. Elle est entre le modernisme et le Moyen Âge, on va dire, hein. Sa maison Ouais. est pas très pleine, elle a beaucoup d'objets un peu vieillots, elle a un téléphone parce qu'il faut qu'on ait un téléphone, mais ça reste un téléphone à cadran d'il y a 50 ans, voilà. Donc elle est très basée, elle, sur l'écologie. Son terrain est totalement, comment on appelle ça, se transmet Génération en de génération. génération en génération. Et surtout, Ben, ce terrain est complètement, comment on appelle ça, je cherche mes mots aussi. Ce terrain euh, est vraiment, comment dire, protégé écologiquement de tout ce qui est pesticides, de tout ce qui est nouvelles Donc technologies. elle veut préserver ça et elle le met à l'épreuve. Et évidemment, dans sa traversée de la forêt, il va rencontrer je sais pas si, j'ai pas envie de dire monstre parce que c'est pas un monstre, mais cette entité dont on voit la main dans le teaser. Parle-moi un peu de l'ambiance. Tu as parlé un peu de la vieille maison du personnage principal, de la dame, Mhm. du vieux téléphone à cadran. C'est Mhm. vrai que déjà le film commence, on est dans les vieilles pierres, et puis Mhm. après on se retrouve dans la forêt. Tout ça est très organique. Les matières sont texturées. On est de suite dans une forme de réalité palpable, alors qu'on est dans un film fantastique total. Comment tu as travaillé ta mise en scène? Comment tu as utilisé les ressources que tu avais pour faire un film qui avait ce cachet-là à la fin? Alors déjà ça a été très difficile de le faire, hein, parce que je l'ai entièrement financé de A à Z. Donc du coup, c'est pas un film facile déjà. Je voulais pas que ce soit un film facile, dans le sens où je voulais pas faire, 2 personnages dans une maison ou, 2 personnages dehors en train Ouais, de. qui parle pendant un quart d'heure, Voilà. quoi. Je voulais pas que ce soit ce côté-là. Je voulais vraiment, travailler, des intérieurs, mais aussi avoir des extérieurs nuits. Ouais. Ça, c'est très dur. Toujours un défi. Voilà, ça c'est un très gros défi entre la machine à fumer, les projecteurs, parce que des projecteurs pour éclairer une nuit, ça peut coûter cher. Et quand on n'en a pas beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on a beaucoup moins de projecteurs, Ouais. donc il faut, Faut bricoler. voilà, il faut bricoler pour arriver à créer les ambiances qu'il y a dans le film. Ouais, c'est vraiment, pour moi, ça a été un challenge pour tout ça, en fait. Pour tout l'aspect logistique, l'aspect production, en fait. Exactement. Pour les autres réals, combien de temps dure le film? Le film dure 15 minutes. Combien de jours de tournage? Alors, 6 jours de tournage. OK. À peu près combien d'heures de tournage par jour? Non, et ben, justement, j'avais une super assistante réa et on a vraiment fait en sorte que, même si tout le monde était bénévole sur le projet, on a fait en sorte que tout le monde puisse dormir un minimum de 10 heures par nuit. Enfin, donc Chapeau. on était toujours à cheval, hein, c'est-à-dire qu'on était toujours en mixte. On avait une partie. En fait, on commençait pas avant de tourner avant 13 heures, avant 13 heures, 13-14 D'accord. heures. Oui, parce que tourner Et de nuit, donc en fait, vous décaliez, voilà. vous faisiez après-midi, nuit, et le matin, les gens dormaient. L'équipe dormait. C'est ça. Et bon, alors, après, c'est un peu faux pour certains postes parce que, mine de rien, quand on finit à 1 heure ou 2 heures du matin, il y Oui, a toujours. encore 2 heures, il y a encore 2 heures de rangement pour tout ce qui est la technique. Donc,
Voilà, mais bon, même en se couchant à 5 heures du matin, si on arrivait à se lever à 8 heures, enfin à 13 heures, ça nous faisait déjà à peu près 8-9 heures, ça nous faisait quand même une nuit de sommeil, on va dire à peu Ouais. près correcte. Et Ton, c'était c'était vraiment bien organisé. ouais, c'est Ton ça. équipe, combien de personnes dans l'équipe? Alors, dans l'équipe, on était une vingtaine de personnes en Ok, moyenne. donc c'est une équipe décente pour un court métrage. Est-ce que tu peux nous partager une idée du budget pour se donner une idée de... Alors, une idée du budget, on en est à 8 000 € à peu Ok, près. donc ça reste entre guillemets un petit budget, mais il faut quand même sortir ces 8000 parce que comme tu l'as dit, tu l'as autofinancé Le avec un tout autofinancé. petit peu de financement participatif, de crowdfunding, je crois. Ouais, donc en fait, il y a une grosse partie, donc c'est moi et mon association qui avons financé, on va dire 80, même 90% du Ouais, film. Après, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle la Compagnie des Réals, qui est une ouais. association de réalisateurs de films de commande. Donc, avec tout Mhm. ce qu'on met derrière, de publicité, de films institutionnels et tout ça. Et ils ont mis en place, il y a un an, ils avaient mis en place un système d'aide aux membres, enfin d'aide financière pour les membres de l'association qui avaient un projet qui n'était pas finançable par des boîtes de prod ou tout ça, pour filer un petit coup de main, enfin voilà, filer un coup de main pour permettre au projet d'exister. Ça s'est élevé à 500 euros, donc ça nous a payé une C'est ce que partie. c'est toujours bienvenu. 500 € de plus sur un court métrage, c'est toujours bienvenu. C'est exactement ça. Et à côté de ça, on a fait une cagnotte, c'est pas Litchi, c'est GoFundMe. On a fait une GoFundMe? cagnotte GoFundMe. Parce que, alors, ça peut paraître un peu, enfin, je sais pas, la façon dont, pourquoi on a fait une cagnotte GoFundMe pour trouver du financement. Parce que souvent, quand on fait tout ce qui est tout ce coprod, tout ce qui est pas, financement participatif Ouais. traditionnel, on a tendance, quand on veut, quand on demande à des gens de nous donner de l'argent, derrière, on fait beaucoup de contreparties. Oui, qui Et finalement nous souvent, coûte très cher et génère énormément de travail. voilà, ça coûte cher, ça génère beaucoup de travail et finalement, même si on a une avance sur le tournage, après, il faut quand même qu'on arrive à ressortir Ouais. l'équivalent pour les contreparties. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Quand on galère déjà pour faire un film, il faut pas qu'on ait en plus ça en tête de se dire après qu'est-ce qu'on va aller donner aux gens, en sachant qu'il y a toujours le Ouais. nom au générique et Donc voilà. la GoFundMe, c'était les gens faisaient un don, ils décidaient de soutenir le film, ils soutenaient le film. Exactement, c'est une cagnotte. Les gens Ok. donnent ce qu'ils veulent et à l'arrivée, on récupère l'argent. C'est-à-dire quand la personne le donne, 2 jours plus tard, on l'a sur le compte. Voilà. Ok. Donc autofinancé, un petit peu de financement participatif, un petit peu d'aide la compagnie des réalisateurs, 90% d'autofinancement. J'aimerais parler un petit peu de quelque chose qui est pas glamour, qui est que quand on est un réalisateur indépendant, qu'on n'a pas de boîte de prod, qu'on n'a pas de studio, qu'on n'a pas de producteurs avec des grandes poches derrière, hein, des poches pleines d'argent, on se retrouve à être réalisateur, mais on se retrouve aussi à être producteur de son propre film. Oui. Et ça, c'est quelque chose, on en parle tous les ans au PAMA, que les réalisateurs finalement qui s'en sortent et qui arrivent à faire des films aujourd'hui, d'autant plus avec le Covid qui a tout mélangé et tout foutu le bordel, ce sont les réalisateurs qui s'investissent en temps, en esprit, en énergie dans la production, c'est-à-dire qui gèrent leur propre logistique, qui vont chercher leur propre décor, qui recrutent leur propre équipe et qui n'attendent pas qu'un producteur vienne tout faire pour eux. C'est pas facile, c'est lourd, ça nous éloigne en tant que réalisateur de la partie créative, mais c'est la seule option qu'on a de pouvoir faire de notre film une réalité. Est-ce que ce que je viens de décrire, qui est un peu ma situation actuelle, est-ce que ce que je viens de décrire, tu te retrouves là-dedans? Est-ce que tu ressens la même chose? Ah, tout à fait, je me ressens, je me positionne tout à fait dans ce que tu viens de dire. Surtout que quand on, quand on est obligé de faire de la production en même temps que la réa, qui sont deux postes importants Ouais. pour la bonne gestion d'un film, moi, il s'est trouvé que la prod, c'est pas du tout ma partie la plus, là où Ça le plus vient pas facilement.
Ah voilà, c'est pas du tout ma partie, et je préfère avoir des gens pour pouvoir s'en occuper. Et du coup, c'est vrai que quand on est sur le tournage, qu'on est à la fois réalisateur et producteur, je me suis plus concentré en tant que producteur qu'en tant que réalisateur. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup, Ouais, comme je savais ce que j'allais faire en tant que réalisation, comme je m'étais bien préparé là-dessus, j'ai fait un storyboard. J'ai travaillé quand même 2 ans sur le film, hein. 1 an dans l'écriture wow, et 1 an vraiment en préparation, en storyboardant tout le film de A à Z. ok, Voilà, donc je savais où j'allais, je savais ce que je voulais faire. Et du coup, sur le tournage, c'est là où moi j'ai laissé un peu de lest de ce côté-là, puisque je savais que ouais. ça, c'était prêt. T'étais Et prêt, donc en fait, tu gérais les merdouilles du au jour le jour en tant que producteur plus qu'en tant que réal. Parce qu'en tant que réal, finalement, tu étais prêt, ça roulait, quoi. exactement. Et du coup, quand on fait ça, et ben mine de rien, on prend pas toujours les bonnes décisions sur le Ouais. tournage. On prend des décisions qui sont à défaut liées à la production, alors que quelquefois, le fait de se dire, ben Qui au lieu de faire sont que 3 prises, on en ferait plus. c'est la responsabilité, c'est-à-dire que les décisions qu'on prend sur le moment se vont plus être des décisions avec la casquette de producteur que de réalisateur, Exactement. parce que finalement, on veut que le film se finisse et Exactement. qu'on est obligé de travailler avec un réalisme absolu, de se dire, OK, oui, j'aimerais tourner ce plan, j'aimerais finir cette scène, j'aimerais prendre plus de temps parce que ma machine à fumer a déconné, parce que si, parce que ça. Et en fait, tu te dis, ben non, parce que si je fais ça, derrière, c'est une cascade de choses qui vont se décaler. Et du coup, Exactement. ouais, donc c'est frustrant. Il n'empêche que le film, il a été produit, il a été réalisé, il a été monté, il a été fini. Je sais que tu as fait un gros travail sur le design sonore, Non. important sur les films fantastiques. Aujourd'hui, le film, j'ai vu ce matin sur Facebook, Non. j'ai vu aujourd'hui sur Facebook que vous venez d'avoir encore une mention dans un On a une festival à mention. Dubaï. Exactement. Donc le film, il arrive quand même à trouver un petit peu sa place dans le... Parce que c'est toujours difficile pour un film fantastique, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui... C'est facile de passer une comédie, c'est facile de passer un drame. Les films fantastiques, on va toujours se demander comment le public va réagir. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle, et patati et patata. Le Ouais. film La Bramborg, qui trouve quand même sa place dans un certain nombre de festivals internationaux. Il trouve sa place dans dans un certain nombre de festivals internationaux, mais ça reste toujours très compliqué, comme on dit, c'est-à-dire que c'est même si moi j'adore le fantastique et tout ça, comme j'essaie de créer, de raconter une histoire quand même qui tienne la route, parce que souvent dans ce que je vois moi aujourd'hui dans les films de genre, souvent euh, ben, les personnages sont très comment on appelle ça, très schématisés, hein, très Ouais, très stéréotypés. euh, d'une seule dimension, one dimensional. Voilà, c'est ça du coup, ben voilà, on a l'impression de toujours voir le même film. Et Ouais. moi, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était vraiment d'essayer ben, de creuser des personnages, d'essayer d'avoir des personnages un peu moins stéréotypés que la moyenne, même si on est dans un film qui est totalement, qui est très classique en fait dans le Ouais. principe. Oui, c'est un film qui respecte les codes du film de genre, du début à la fin, mais qui amène quand même son propre message et des personnages qui, tu sens qu'ils ont un historique derrière eux. Voilà, merci en tout cas. C'est ce qu'on a essayé de faire en fait dans le travail qu'on a apporté là sur ce film. Et, euh, et c'est vrai que je sais plus quelle était la question au départ. On en était sur. Je sais plus non plus. Bon, donc on est bien parti. Il y avait une autre chose que je voulais savoir. Oui, C'est un peu la question sur laquelle je voulais finir. Je sais que ce court-métrage a été fait dans l'idée d'en faire un long, ou dans oui. l'idée que le court-métrage devait être un morceau du long ou une scène du long. Alors, C'en est où ce projet? C'est toujours très compliqué, c'est rarissime. ouais. C'est rarissime. En tout cas, tous les artistes qu'on a reçus au PAMA depuis plus de 10 ans, ça se compte sur les doigts d'une seule main, les gens qui ont réussi à faire d'un court-métrage un long-métrage. C'est une autre aventure. Tu te situes où, toi, par rapport à ça? Alors, je me situe que je voudrais faire le long de toute façon, quoi qu'il arrive, je me battrai. Euh, donc en fait, Bram Bork est un dérivé entre guillemets d'un long métrage que j'ai écrit il y a déjà 5 ans. Ok.
ouais, il y a 5 ans, j'ai écrit un long métrage après un autre que je voulais faire et qui s'est pas fait. Donc je voulais Ouais, quelque chose qui s'écrive vite, qui se tourne vite, qui soit pas très compliqué. Enfin, pas très compliqué dans le fantastique, c'est toujours facile à dire, mais ouais. et, euh, et voilà. Et le temps a passé. J'ai trouvé un producteur qui me suit. Euh, l'idée, à un moment, on s'est dit, il faut peut-être, si on veut vendre le long métrage, pouvoir faire une bande démo entre guillemets d'une ou deux scènes du long. Le long en se passant dans un seul et unique lieu, un seul, Un un seul seul décor finalement. voilà. Je me disais, si je commence à tourner une ou deux scènes, si déjà je trouve les décors et que je tourne une ou deux scènes, autant tourner tout le film. Donc c'était pas du tout l'intention. Et c'est Mhm. là que, comme moi j'avais pas réalisé depuis 3 ans, je m'étais dit, ben tiens, si je faisais un court métrage totalement original qui s'inscrive dans l'univers du long pour montrer déjà ce que je sais faire, tester plein de choses qu'il y a dans le long. J'ai testé plein de petits trucs qu'il y a dans le long, voir ce qui est faisable, pas faisable et à quel coût. Voilà, c'est un peu comme ça que l'idée de faire Donc, Bramborg. donc finalement, plutôt que de faire une scène d'un futur film, ce qui marche très rarement, tu as pris le même univers et tu as fait une sorte de préquel qui se situe dans le même univers Voilà, c'est et ça. t'a C'est pas vraiment permis de tester la production, en fait. voilà, de tester la production, de tester, de voir si l'histoire enfin, si on arrive à faire comprendre une histoire à travers cette entité là, le Bramborg. Voilà, donc c'était vraiment de tester, Ouais. de voir ce qui marche, ce qui marche pas, et de se rendre compte, surtout que là, moi, je me suis rendu compte avec mes 8 000 € sur mes 6 jours de tournage, que le film que je voulais faire en me disant, ouais, si j'ai 10 000 €, je le fais comme ça dans En ma fait, maison. ouais. Et c'est là qu'on se dit, même, non, non, même s'il n'y a pas d'argent, il faudra qu'il y ait au moins 250 000, 300 000, 400 000 euros. Pour pouvoir Euh, tenir sur 20 ou 30 jours de tournage et gérer les tournages en extérieur nuit, les effets spéciaux, etc. C'est exactement ça. Et là, je vais revenir, parce que ça y est, ça m'est revenu. Tout à l'heure, on parlait des festivals. Ça y est, Oui. on était partis et tout ça. Et c'est vrai que la difficulté avec Bramborg, c'est que du coup, comme il se retrouve un peu le cul entre deux chaises, enfin, ce que j'appelle le cul entre deux chaises, c'est que c'est à la fois un film social, écologique, fantastique. C'est pas un vrai film d'horreur, c'est pas un film écolo dans le sens du terme. Il a du mal à trouver ces festivals, parce que les festivals qui sont plus accentués écologie, ils aiment bien bien sûr qu'on soulève des problèmes, mais qu'on apporte des solutions. Moi, c'est une fiction qui n'apporte pas forcément de solutions avec ma vision du monde. Donc Ouais. voilà, c'est compliqué. Dans les films, dans les festivals purement fantastiques, c'est difficile aussi parce qu'il y en a qui aiment l'horreur, le gore. Il faut que ça saigne, qu'on soit dans le pur genre. Le Ouais. problème, c'est pas un film qui est pur genre. Et du coup, c'est très difficile de faire son chemin dans les festivals avec cette. Est-ce que finalement, en sachant ça aujourd'hui, en ayant réalisé ça, après, on va dire l'industrie des festivals est différente de l'économie de la distribution des films. Ouais. Mais dans les films de genre, à qui que ce soit que tu parles, Mm, les gens auront toujours envie d'être rassurés, de voir ce que tu as mm, fait avant. Ils ont envie mm, de voir, parce que le genre, mm, on est dans l'imaginaire, donc c'est pas mm, juste, c'est un drame. Ils n'ont pas besoin d'imaginer, ils savent ce que c'est. Un film de genre, c'est toujours plus compliqué. En sachant ça aujourd'hui, en tant que réalisateur qui écrit, qui coécrit tes propres scénarios et qui a produit aussi ton propre court-métrage, mm. là, dans la préparation du long, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu choisirais de te dire, OK, mon long métrage, je vais en faire un truc méga gore et sanguignolant pour rentrer à Mm. 100% dans cette catégorie où cette branche-là va m'accueillir? Ou est-ce que tu vas te dire, je vais rester dans quelque chose plus d'un thriller, quelque chose d'angoissant, un truc un peu psychologique, avec un monstre moins visible, en fait. Ben, le monstre déjà il sera pas visible, hein. C'est toujours cette idée-là, parce que les monstres sont vraiment les hommes surtout dans le long métrage. Enfin voilà, c'est vraiment en fait c'est une chronique des hommes et de l'époque dans laquelle on vit, hein, que Ouais. ce soit Bram Borg ou le long métrage. Et dans l'idée, vraiment dans l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le financement qui me permettra d'aller là où je veux.
faut savoir que Bram Bork, il y a des trucs que moi je n'ai pas fait parce que j'avais pas le temps, j'avais pas le budget, j'avais pas ce qu'il fallait. Et du coup, il y a des choses sur lesquelles j'étais un peu plus gentillé, on va dire. Là où dans le long métrage, je veux vraiment faire, les scènes d'horreur seront des vraies scènes d'horreur. Vraiment, je veux qu'elles soient violentes, qu'elles soient sanglantes et tout ça, sans renier le côté développer des personnages pour avoir ce côté Ouais. des personnages qui existent dans une histoire, essayer en espérant avoir des personnages qui ne seront pas trop clichés ou stéréotypés. C'est toujours cette difficulté. C'est toujours facile de dire on veut essayer de faire quelque chose de différent ou autre truc comme ça. Déjà, c'est très difficile parce qu'on a presque tout a été fait aujourd'hui et qu'on Ouais. est quand même dans des films qui ont des codes et que c'est toujours difficile de changer les codes, de changer les codes. Ouais. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai quand même une autre référence. Tout à l'heure on parlait des références. Il y a une de mes références qui est vraiment dans l'esprit dans lequel je suis en dehors du cinéma italien. C'est vraiment Hideo Nakata, Ok. qui est le réalisateur de Ring et de Ouais. Darkwater. Moi, Darkwater reste quand même une de mes références. C'est vraiment une très grosse référence sur Bram Bork et sur le long métrage, parce que c'est quand même un réalisateur qui à la base ne vient pas du film d'horreur. C'est quelqu'un qui faisait des petites bluettes, enfin il faisait des films vraiment qui n'avaient rien à voir avec l'horreur. Ring a été son premier film d'horreur et il a apporté, je trouve, Une dans fraîcheur, Ring, une perspective, une vision. Ouais. exactement, que ce soit même Darkwater, c'est vraiment des chroniques de personnes. Ça pourrait être vraiment du film social. C'est un film social. Pour moi, Ring et Darkwater sont des purs films sociaux, mais avec toute une imagerie horrifique qui te prend tellement au trip que tout d'un coup, l'ensemble se mélange correctement et fait quelque chose d'original, en fait. Ouais. Ok. Donc voilà, moi j'aime bien rester sur ce truc-là, un peu les mélanges des genres et, euh, et voilà, quoi. Ben écoute, Olivier, c'est ce qu'on te souhaite. On souhaite que le prochain film qu'on voit de toi soit un long métrage et que ce soit Bram Bork, que ce soit un même univers similaire, que ce soit encore autre chose. En tout cas, bravo pour ce film parce aucun film ne plaira à tout le monde, on va dire ça comme ça. Mais ce film-là, il a quelque chose à défendre, il a quelque chose à raconter. Et finalement, bah, c'est ça un film, c'est du storytelling, c'est l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc, on est dans la catégorie French Connection, donc tous les films français courts-métrages en compétition cette année au PAMA. Bram Bork en fait partie. Merci Olivier pour nous avoir consacré ce temps-là et on se dit à bientôt. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Salut.